Voilà, retour sur Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose avec Noémie Kléber. Et une des questions qui revient souvent, c'est la différence entre justement l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique. Donc on a parlé un petit peu de l'hypnose thérapeutique, il y a beaucoup à dire et on va continuer à dire, mais qu'est-ce que on peut dire sur cette hypnose de spectacle? Pourquoi est-ce qu'elle existe? Comment ça se fait qu'elle existe? Et à quoi elle sert finalement? Et est-ce qu'elle fait du bien au nom de l'hypnose ou pas? Ce sont beaucoup de questions que les gens se posent quand ils vont voir un hypnothérapeute. Ils ont toujours peur d'être dans cette démarche de spectacle. Oui, et c'est une chose que l'on constate aussi en formation lorsque les... Oui, parce que tu l'as dit en me présentant, je suis responsable du département hypnose à France Hypnose Formation. J'ai entamé une formation en technicien un peu plus tard qu'hier, et hier matin, sur un groupe d'une vingtaine de stagiaires, il y en a encore quelques-uns qui, même ayant assisté à la soirée découverte, sont encore inquiets à savoir qu'est-ce que l'on va y apprendre. Est-ce que je ne vais pas me faire manipuler? Alors je sens à ce moment-là, je suis très observée en tant qu'enseignante, et ils se demandent est-ce que je peux lui faire confiance ou est-ce qu'elle va nous embobiner? C'est très souvent l'idée. Alors c'est ce que je ressens en tant qu'enseignante, mais c'est ce que les personnes en cabinet ressentent aussi. Les praticiens sont très observés par leurs patients en tout début de relation parce qu'ils n'ont pas encore confiance. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore confiance? C'est bien parce que à la télé, on a tendance à voir ce qui est spectaculaire. Alors, l'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue est spectaculaire, puisque c'est l'hypnose de spectacle, on reprend le même terme, c'est spectaculaire. Alors comment est-ce que on va prendre Mesmer le Canadien, comment est-ce que Mesmer s'y prend? Par exemple, certains d'entre vous ont été voir un spectacle de Mesmer. Mesmer va sélectionner dans le public les sujets les plus suggestibles. Il est important de dire que dans un panel de stagiaires ou de 1000 personnes que seront le public, il va y avoir 10% de gens suggestibles, 80% de gens normalement suggestibles et 10% de gens résistants. Est-ce que Mesmer va chercher les 10% résistants? Pas du tout, sinon il ne fera pas de spectacle. Ni même les 80% normalement suggestibles. Non, il va chercher par le biais des tests de suggestibilité, qui sont bien souvent les deux index qui vont se rapprocher de plus en plus, et plus vous y pensez, et plus ils se rapprochent, et plus ils se rapprochent, et plus vous y pensez, etc. Ces deux index-là qui vont se coller, vont être complètement collés sous des scellés. Ces deux index-là vont permettre à Mesmer de repérer, lorsqu'il dira au compte de 3, vos index vont se décoller, il va repérer les personnes qui restent collées. Celles-ci, ce sont des personnes suggestibles. Là, il a fait son premier test de suggestibilité. Il va en faire un deuxième pour, dans les 10% suggestibles, sélectionner les 5% les plus suggestibles. C'est ceux-là qui vont venir sur scène. Mais avant de monter sur scène, il y a toujours quelqu'un dans l'ombre qui va dire attention, si vous montez sur scène, ça veut dire que vous êtes d'accord pour justement faire la danse des canards, pour des hommes accoucher sur scène, pour des femmes devenir Rambo, etc. Donc ça veut dire que Mesmer, lorsque il fait son spectacle, eh bien, il fait son spectacle avec non seulement des gens suggestibles, mais en plus qui sont d'accord pour se mettre en scène, pour se mettre en spectacle. Donc effectivement, lorsque vous avez des caméras de chaînes publiques qui filment ça et que l'on voit ça, nous, le soir aux 20h, on se dit, mais alors, il a un pouvoir extraordinaire. Mais comment ça se fait qu'il touche l'épaule d'un sujet, qui tombe sur un autre, puis sur un autre, puis sur un autre, comme des dominos? Qui est ce Mesmer? C'est extraordinaire. Oui, ça l'est, mais quelque part, il y a quand même des choses à en dire. Donc cette hypnose de spectacle, elle est faite pour faire du spectacle, elle est donc spectaculaire. Et lorsque l'on demande à un homme d'accoucher sur scène, c'est simplement fait pour émerveiller, pour fasciner, mais ça ne résout absolument rien, évidemment. Et on pourrait très mal imaginer faire monter quelqu'un sur scène pour éradiquer son envie de fumer, c'est-à-dire le soigner du tabac, le libérer du tabac. Il n'y aurait tout simplement rien à voir et Mesmer ne serait donc pas Mesmer. Exactement. Et il aura fait son spectacle. Mais donc, il est là pour amuser la galerie, oui. Mais pas pour guérir. D'ailleurs, il le sait très bien, ils le disent tous. Ce qui est fascinant et ce qui est intéressant, c'est que finalement, lorsque la personne qui est hypnotisée va agir tel que Mesmer ou l'hypnotiseur va lui demander de faire, on se rend compte quand même de la puissance de
l'hypnose et de la suggestion hypnotique. Et donc on se rend compte, les gens devraient faire le parallèle en se disant mais s'il fait ça pour s'amuser, a fortiori, combien c'est puissant pour guérir, pour arriver à être mieux finalement. Et c'est là que c'est ça l'éducation qu'on doit se faire à soi-même. Oui, et j'en reviens même au titre de cette émission. Tu l'as nommé Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose. Il suffit simplement, comme tu dis très justement, d'aller voir Mesmer le Canadien en spectacle pour se rendre compte de cette force de l'imaginaire. Et si on arrive à faire accoucher un homme sur scène, alors on peut très bien imaginer que cette même personne, cet homme qui vient d'accoucher sur scène pour faire rire, pour se donner en spectacle parce qu'il le veut bien, on peut imaginer aisément comment cette même personne peut aller chercher des ressources à l'intérieur d'elle pour pouvoir accroître sa motivation à faire ce qu'elle a envie, ou bien pouvoir avoir un peu plus confiance en elle, plus d'estime, ou en tout cas tout ce qui lui paraît être manquant chez elle, évidemment. Voilà, ou pour une femme qui doit accoucher, puisqu'on pratique l'hypnonaissance sans péridurale. Grâce à l'hypnose, on fait donc accoucher aujourd'hui dans des milliers d'hôpitaux dans le monde entier sous hypnose et permettant donc d'atténuer ou de calmer totalement, d'anesthésier totalement cette douleur de l'accouchement. Oui, tout à fait. Et j'ai même été formée également à cette discipline qui est l'hypnose et la natalité. Et comment agit finalement cette discipline, l'hypnonatalité? Eh bien, on l'a compris finalement. C'est le fait de permettre à la future maman d'imaginer l'accouchement idéal. Le cerveau, ne sachant pas faire la différence entre ce qui est imaginé et réellement vécu, va avoir la sensation, c'est comme si nous installions dans le cerveau de la personne. On parlait tout à l'heure de métaphore. Eh bien, nous allons en faire une de métaphore. Notre cerveau peut être envisagé comme le bureau d'un ordinateur, l'écran. Oui. Sur lequel nous installons des logiciels. Eh bien, si la future maman met le logiciel, l'accouchement idéal sur son bureau, eh bien, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Lorsque la future maman ressentira ses premières contractions, elle n'aura plus qu'à double-cliquer sur le fichier accouchement idéal. Et ça va permettre donc de mettre en œuvre tout ce qui aura été précédemment installé dans son cerveau, et elle vivra un accouchement de meilleure qualité, de bien meilleure qualité que si elle n'avait rien fait. Et il s'agit finalement de mettre toutes les chances de notre côté par le biais de la pratique de l'hypnose ou la visualisation mentale qui finalement pourrait être un des synonymes de l'hypnose. Voilà, c'est assez fascinant et fantastique. J'ai un ami qui s'est fait opérer récemment et qui était en douleur, et puis je lui ai dit écoute, viens, je te fais au moins une séance de relaxation pour calmer cette douleur. Et il m'a dit non, non, ça je ne veux pas toucher, j'ai très peur. Et donc il y a toujours malheureusement des gens qui ont peur d'aborder, ne fût-ce que d'aborder, qui ont donc une fermeture d'esprit parce qu'ils ne veulent pas se faire du bien, et même d'aborder le sujet simplement parce que c'est quelque chose qui est dans leur esprit et qui pourrait leur faire du bien, mais il y a toujours cette fermeture d'esprit et c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut éduquer de plus en plus le public. Évidemment, et quand tu dis ça, ça me fait penser même quelque part un petit peu à l'inconscient collectif, comme si c'était présent dans l'inconscient collectif. Comme s'il y avait cette idée que la transe est égale aux transes chamaniques, comme si l'hypnose est égale à la transe, est égale à la transe chamanique, est égale à yeux révulsés, est égale au tambour, est égale à tout ça. Alors qu'en réalité, et je pense que là il y a un besoin d'éducation profond, l'hypnose, qui pourrait être égale transe, égale tout simplement état modifié de conscience, mais un état de conscience modifié est égal à la transe, c'est une seule et même chose, mais qui devrait être différemment compris, différemment perçu par les gens, parce que cet état-là, c'est l'état dans lequel ils rentrent tous les jours. Par exemple, pour venir ici à Enghien-les-Bains, j'ai pris à la gare du Nord le train,
Et ce train-là a pris 20 minutes, le trajet a pris 20 minutes, et pendant ces 20 minutes, j'ai été dans un état modifié de conscience. Pourquoi? Eh bien, c'est la monotonie du trajet. C'est ce côté redondant, le paysage qui passe à droite et à gauche, les gens qui sont là, qui ne bougent pas spécialement. Ce côté monotone m'a conduit naturellement dans un état modifié de conscience. Donc, les gens devraient comprendre ça, mais cet éveil ne va pas se faire aussi rapidement que ça, puisqu'il y a dans ce fameux inconscient collectif, toutes ces images-là, cette imagerie que l'on a au travers tous les livres que l'on peut voir sur le siècle des Lumières, par exemple. Hein. Le siècle des Lumières qui s'étend de 1715 à 1789, la veille de la Révolution française, on peut constater toute cette façon dont les Franz Anton Mesmer, les abbés de Faria et autres utilisaient toute leur position haute pour pouvoir influencer. Donc ça ne va pas partir aussi simplement que ça, mais ce que nous sommes en train de faire, je dis peut-être, va dans le sens d'une ouverture d'esprit. Voilà, grâce à IFM Anguin, on va essayer peut-être de transformer les mentalités pour pouvoir amener les gens à venir découvrir ce que c'est, peut-être aussi faire des soirées découvertes ici à Anguin, ce serait intéressant d'en organiser. Voilà, en tout cas, c'est très bien. Et pour cette hypnose-là de spectacle que les gens font de plus en plus, ça amène également les gens à s'intéresser à une thérapie aussi. Donc, quelque part, elle est à la fois bonne et à la fois mauvaise. Hein, oui, c'est paradoxal. Très bien, oui, c'est ça. Ça n'a pas que négatif. Non, on a beaucoup de personnes curieuses, des personnes qui ont été voir Mesmer le Canadien et en sont curieux. Ils se disent quand même, s'il arrive à me faire monter sur scène une personne qui est phobique des rats et qu'il arrive à lui montrer un enregistrement de quelques instants sur lequel cette même personne est capable de caresser un rat alors qu'elle en est phobique, c'est que quand même, il y a possibilité d'en faire quelque chose. Et alors les gens viennent nous voir en formation pour, passant de l'hypnose de spectacle à l'hypnose finalement thérapeutique, tout en ayant évidemment les craintes de l'hypnose de spectacle, mais tenté par le voyage de la thérapie. Tout à fait. On va prendre peut-être une petite dose musicale et on revient avec peut-être le déroulement d'une séance. On peut en parler. Très bien.